Bonjour à tous et bienvenue dans Ta Vue pour cette 7e édition des histoires de fantômes et des costumes effrayants. Vous l'aurez compris, c'est une édition spéciale Halloween. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Azaria Anglionin, Anastasia Laguerra et Vina Nodin se sont intéressés à la manière dont certains membres de la communauté afro-caribéenne a fêté Halloween cette année. Halloween, cette fête de tous les saints d'origine celte, célébrée tous les 31 octobre depuis 2500 ans, n'est pas une tradition dans la culture afro-caribéenne. L'association Reines de Femmes, réseau d'entraide internationale pour les personnes issues de l'immigration, remonte aux origines de cette fête celte. Des histoires de vampires, des histoires de sorcières dans d'autres cieux. Et puis surtout, ce soir, on va se demander d'où vient cette fête. Alors, Halloween, c'est un prétexte, en fait, pour nous. Ce soir, nous allons débattre des origines de cette manifestation. On profite, en fait, de ce temps pour faire un peu de pédagogie et d'instruction. Donc, nous allons lire des contes de divers pays. Nous allons surtout parler des origines de cette manifestation, d'où elle vient, comment elle est arrivée jusqu'à nous et qu'est-ce qu'il existe aussi de similaire dans le monde. Halloween, il n'y a pas Halloween sous ce thème-là en Afrique. Par contre, on raconte les histoires de mort, les histoires du revenant, les histoires de l'au-delà, de l'autre monde, différemment. Et il y a des messages qui sont différents. Et ce soir, par exemple, je vous ai maquillé. Là, c'est un maquillage pour ouvrir le troisième œil. Et donc, à travers le troisième œil, je vous vois. Et je vais lire également la pensée de tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Aux Antilles, tout comme en Afrique, Halloween n'est pas une fête traditionnelle. La période de la Toussaint est un moment de recueil en l'honneur des disparus. Certains jeunes issus de la culture afro-caribéenne vivant en métropole organisent néanmoins des fêtes privées pour Halloween. À base, Halloween, pas qu'existe Martinique, ni Guadeloupe, mais depuis un temps, grand-papa nous en temps longtemps, les gens morts, les mounants t'es qu'à battre tambour, les mounants t'es qu'à danser pour accompagner Moa jusqu'à dernier demeure lit quoi. À la base Halloween c'est pas en fait nous, mais de toute façon c'est en fait commercial. Donc après c'est la Toussaint nous c'est la fête des morts, donc nous avons fêté les morts, nous avons fêté ça qui partit avant nous, et voilà. En fait, là, normalement, je ne suis pas censée sortir, parce que dans la culture, il ne faut pas sortir la veille quoi, de la fête des morts. Donc, fait que je sois ici, j'en profite, tout simplement. Et après, c'est la première fois que je fête Halloween en France. Donc, c'est nouveau pour moi. Et je teste avec mon chéri qui vient du Nord. Je me dis, super, ils sont la chaleur des îles, à l'état pur. Du coup, je suis contente qu'ils soient là. Arrivée dans l'Hexagone dans les années 90, cette fête celte n'a jamais connu de franc succès par rapport à la fête de Noël. De retour sur le plateau avec Azaria. Bonjour Azaria. Bonjour Thomas. Alors vous êtes martiniquaise. Oui, c'est ça. Selon vous, qu'est-ce qui se rapprocherait dans la culture caribéenne de la fête d'Halloween? Alors je dirais la Toussaint par rapport à la fête des morts en fait, mais par rapport au déguisement, je dirais plus le carnaval. Le carnaval qui est une grosse tradition là-bas aux Antilles et qui se déroule sur une période de 4 jours. Donc ça commence le dimanche gras et se termine le mercredi décembre, où les Antillais vont dans la rue déguisés pour fêter en fait le carnaval. D'accord. Voilà. Je vous remercie Azaria. Pourquoi aime-t-on les films d'horreur et pourquoi aimons-nous ressentir des frissons dans le dos? Juliette Guinter s'est penchée sur ces questions. Sorcière, citrouille, l'île a aussi ses chemins de traverse. Halloween est l'occasion de provoquer le grand frisson. Et pour se faire peur, rien de tel qu'un bon film d'horreur. Se faire peur, justement, pourquoi aime-t-on tellement ça? Thomas, Agnès et Samuel ont leur petite idée. C'est justement le fait de ne pas être à l'aise, d'être déstabilisé tout le long et d'attendre le sursaut, l'intrigue. C'est le fait que
on voit pas les choses directement, mais plutôt qu'on entende des sons ou qu'on voit des choses bouger sans qu'on voit la personne bouger la chose. Enfin, on imagine plutôt les choses en fait. C'est genre le goût, le fait d'aimer se faire peur, avoir de la pression, savoir à aucun moment ça peut sauter, on peut avoir un screamer ou quoi, quelque chose qui peut nous sauter au visage. Enfin, j'aime beaucoup. Mais on sait que c'est pas la réalité. Je veux dire, je sais que après le film, je retourne à la normale et que voilà, c'est juste une activité, quelque chose pour se divertir en fait. C'est comme une pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Mais tout le monde ne se fait pas peur de la même manière. Pour cela, plusieurs styles existent. Alors en fait, on distingue souvent l'épouvante qui vise à faire peur et puis l'horreur qui vise le dégoût et la répulsion. C'est vraiment ce qui fonde le genre. Alors après, dans les catégories de films d'horreur, on va trouver par exemple les tueurs fous, ce qu'on appelle les slashers, c'est-à-dire ceux qui vont lacérer leurs victimes à coups de griffes. Ensuite, on va avoir tout ce qui tourne autour des non-vivants, les vampires, les zombies, les choses monstrueuses, donc soit les monstres créés par la main de l'homme, soit les monstres extraterrestres, tout ce qui est de l'ordre de la monstruosité animale aussi, tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, la sorcellerie, et puis les métamorphoses. Donc tout ça, ce sont des sous-catégories qui forment les ingrédients du film d'horreur. Dès les débuts du cinéma, en fait, on trouve très vite des réalisateurs qui veulent s'essayer au genre de l'épouvante ou de l'horreur. Donc si on veut, même chez Georges Méliès, qui est l'un des pionniers du genre, on a déjà des films qui pourraient être qualifiés d'horreur pour l'époque parce qu'ils visaient à faire peur. Ensuite, bien sûr, ce qui faisait peur en 1905 ou en 1920, c'est pas ce qui fait peur aujourd'hui. Les mécanismes de la peur ont évolué et la technologie du cinéma aussi. On a bien sûr des choses beaucoup plus poussées. Certains sont cultes, Shining, L'Exorciste ou encore Saw. Que cela soit l'horreur vintage ou le gore version 2015, tout le monde y trouvera son compte pour ressentir le grand frisson. De retour sur le plateau avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Thomas. Alors vous l'avez dit, les films d'horreur c'est fait pour le divertissement, mais chez certaines personnes cela ne peut-il pas plutôt créer des pulsions meurtrières ? J'ai justement posé la question aux jeunes gens que j'ai rencontrés. Et, comme l'explique Samuel dans le reportage, ce qui est très intéressant, il nous dit que voilà, pour eux, ils ont conscience totalement que c'est du divertissement et qu'il faut se mettre dans un certain état d'esprit avant de regarder ce genre de film. Et à l'inverse, Agnès me disait que pour elle, c'est aussi une question de public et il faut que le public soit averti, entre guillemets. Donc tout le monde ne peut pas regarder ce genre de choses, mais c'est pas parce qu'on aime regarder des films d'horreur qu'on se transforme en meurtrier, quoi. Je vous remercie Juliette. Merci. Les histoires effrayantes n'existent pas que dans les films. Laurie Ouchou, Charlotte Dumont et Mathilde Guillot se sont intéressées au couvent des Brigittines. Je suis actuellement dans le passage qui mène au couvent des Brigittines, couvent qui a été le théâtre d'événements macabres au XVIIe siècle où le diable s'était invité. Voici son histoire. Siècle. Alors on ne sait pas si c'est une histoire ou une légende, hein. C'est toujours compliqué quand on aborde ces périodes-là de vraiment savoir ce qui était vrai ou faux. En gros, donc c'est dans le quartier Saint-Sauveur, dans le couvent des Brigittines. À un moment, en fait, dans le couvent, on a eu petit à petit des phénomènes un petit peu bizarres, inexpliqués. Les sœurs se sentaient pas bien. Plus les jours avançaient, plus il y avait des drôles de phénomènes. Elles commençaient à avoir des visions assez horribles, hein, de personnes décapitées, de fantômes, enfin de choses très très noires. Toutes les sœurs ont été un petit peu comme ça touchées, c'est pas une en particulier. Elles s'en sont même pris à un moment à la mère supérieure qui dirigeait le couvent. Et donc il y a une enquête qui a été menée suite à ces phénomènes qui touchaient tout le monde. Il faut savoir on dit que les sœurs tombaient malades, qu'il y en a même certaines qui seraient peut-être décédées suite à ces convulsions, à ces prises de panique. Et finalement, après enquête, on s'est rendu compte que il y a une dame, une sœur plutôt, une Marie d'Estaing qui s'est dénoncée. Qui a dit en fait qu'elle était, on va dire, commandée par le diable, en gros pour ensorceler tout le monde. Elle donnait en fait de la poudre qu'elle faisait elle-même avec l'une des autres religieuses qui s'appelait Simone. Elle empoisonnait, on va dire, tout le monde. Et on dit que donc les visions étaient plutôt dues finalement à ces empoisonnements.
Alors ça allait loin parce qu'elles ont été emprisonnées, je pense en Belgique. Je pense qu'elles ont échappé au bûcher, mais donc elles ont été suspectées de sorcellerie. Pourquoi le Nord est-il le principal théâtre d'œuvres de sorcellerie au XVIIe siècle? C'est qu'on est justement dans un milieu catholique et même ultra-catholique. C'est-à-dire une ambiance où le catholicisme est considéré comme la seule religion légitime et où les protestants sont les ennemis, les suppôts de Satan. Et les protestants, ici à Lille, ils ne sont pas très loin géographiquement. Donc c'est ça qui produit une espèce d'exaltation des mentalités. Donc on a le sentiment d'être justement au cœur de la cité du bien. Je n'irai pas jusqu'à dire une espèce de Jérusalem terrestre, mais bon, c'est ça. Et donc le mal est à nos portes. Et peut-être qu'il essaye de s'introduire parmi nous par des moyens détournés. Donc. Et c'est à la fin du XVe siècle qu'ont été publiés les premiers livres sur la sorcellerie, la manière d'identifier, de repérer les sorciers. Tout ça est complètement fictif, évidemment, mais ce sont des théologiens en plus, des gens a priori assez instruits, qui y réfléchissent et qui se montent un peu le bourrichon là-dessus. Mais il semblerait aussi qu'il y ait un problème à la fois de psychologie et peut-être de mode de vie. Un mode de vie parfois trop austère qui pouvait porter à l'exaltation, donc par exemple, ou tout simplement ces femmes qui ne mangeaient pas forcément à leur faim et qui étaient portées en quelque sorte à des délires hallucinatoires. Bon, ça, magie. De retour sur le plateau avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Thomas. Est-ce qu'il existe d'autres endroits hantés, soi-disant, ou avec des histoires sordides à Lille ou dans le Nord-Pas-de-Calais en général? Alors à Lille, oui, je sais qu'il y a plusieurs lieux qui seraient dits hantés, comme une station de métro qui n'est pas ouverte au public sur la ligne 2, juste avant la porte de Valenciennes. Elle devait ouvrir normalement au niveau de la gare Saint-Sauveur, mais ça n'a pas été fait. Ou encore place du Lion d'Or dans le Vieux-Lille. Dans un hôtel particulier, un jeune aurait été séquestré par son tuteur et il entrait les lieux. Ah oui, tout de même. Je vous remercie, Charlotte. Vous y avez peut-être été, le Comic-Con s'est déroulé il y a 2 semaines. Marie Lemaire s'est rendue sur les lieux. BD, super-héros, science-fiction, série culte. Le premier Comic-Con européen a ouvert ses portes à la Grande Halle de la Villette à Paris le week-end du 23 octobre. Créé dans les années 70 à San Diego, initialement dédiée à la bande dessinée américaine, la convention concerne aujourd'hui la culture pop en général. Pour la première fois depuis sa création, les BD s'émancipent de la Japan Expo. Au programme, de grosses têtes d'affiche. Brian Michael Bendis, Frank Miller, Macy Williams. Pourtant, est-ce suffisant pour séduire la geekosphère ? Voilà, je suis une fan de BD, manga, comics. Pas de différence pour moi, je suis un peu déçue. Comme avant, ils étaient avec Japan. C'est la première fois qu'ils sont tout seuls, donc j'ai un peu en repérage. Il n'y a pas beaucoup de stands. Au niveau conférence, c'est un peu limité. Moi qui suis habituée à Japan, bon, on n'est pas sur les mêmes... non. Bah, je m'attendais déjà que ça soit plus grand. Malheureusement, bon, on l'a fait assez rapidement. Et puis, j'espère que je vais rencontrer d'autres personnalités que j'aimerais voir. Voilà. Il n'y a pas autant de cosplayers que je m'attendais. C'est pas énorme, comme j'ai dit, mais bon, ça va peut-être évoluer. En fait, c'est ma première convention, donc j'ai décidé quand même de me déguiser pour ça. Et après, je compte faire tout le week-end. J'adore. C'est la première Comic-Con que je fais, je suis pas déçu du tout. C'est pas ce à quoi on s'attend par rapport à ce qu'on entend aux États-Unis, des choses comme ça, mais c'est quand même déjà énorme et c'est déjà cool d'avoir ça en France. J'attends beaucoup de dessinateurs, je suis moi-même illustrateur-dessinateur, donc du coup j'en attends pas mal. Voir leurs dessins, voir leur technique, voir la façon dont ils dessinent et si possible même avoir une dédicace ou quelque chose, ça serait vraiment top, quoi. Manque de stand, des BD pas toujours à l'ordre du jour, faux bond des grands noms de la culture geek. Malgré ces quelques nuages, les fans de cosplay s'en sont donnés à cœur joie. La véritable attraction, ce sont eux. Oui, je suis en Green Lantern. Et à chaque fois, je viens déguisée parce que c'est plus marrant de venir déguisée que de venir habillée comme tout le monde. Je fais du cosplay depuis 2 ans et là, je suis en Harley Quinn d'Injustice. J'ai déjà fait plusieurs versions de Harley Quinn. C'est ma 6e, je crois. Et j'adore cette version. Je trouve ça rend vraiment le personnage comment il est dans toute sa folie et tout ça. Donc c'est un costume de Jedi principalement basé sur le costume de Mace Windu. Donc voilà, d'où le sabre violet, enfin voilà. J'ai toujours aimé tout ce qui est effets spéciaux, films, un petit peu tout ce qui est gore, etc. Et là dans le délire, j'avais du latex liquide, j'avais encore du matériel à la maison.
Double face, c'était ce qui allait être plus simple. Pour moi, ça aurait été un bleu masque, enfin un truc maquillage un petit peu basique, ça me plaisait pas. Alors c'est du steampunk, je pense que tout le monde l'avait reconnu. Pour résumer, en fait, c'est l'époque victorienne qui est restée, moderne, on va dire. Je sais pas si une évolution technologique sans la découverte du pétrole. En bonus, une solide équipe Star Wars. De quoi réjouir les fans à l'approche de la sortie de l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Rendez-vous le 18 décembre prochain. Bonjour sur le plateau avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thomas. Alors vous l'avez dit, c'est la première fois que la Comic-Con est séparée de la Japan Expo. Alors est-ce que ça s'est vraiment si mal passé que ça pour les fans ? Alors oui, il y a eu quelques couacs dans l'organisation, notamment le plus important, les principales têtes d'affiche que j'ai citées lors du reportage, notamment Frank Miller qui a dessiné Daredevil. N'ont pas été présents. Leur venue a été annoncée depuis des mois et finalement les fans qui avaient donc réservé des billets d'entrée pour le week-end en entier se sont retrouvés entre guillemets sur le carreau. Et finalement, ce qui s'est également mal déroulé, c'est que la mauvaise surprise était au rendez-vous. Les stands étaient très limités et Comic-Con, on s'attendait forcément à avoir énormément de stands de BD, ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc on espère que c'était la première et peut-être dernière fois dans un événement comme celui-ci. Exactement, on espère que l'année prochaine, ce sera plus au point. Je vous remercie Marie. C'est la fin de Ta Vue. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Media Lab ou sur le site internet de la FLSH. Un très bon week-end à vous.